Le sang coulait encore chaud sur mes doigts quand j'ai compris que la mort n'était pas une fin, mais une porte entr'ouverte sur l'enfer que j'avais fui. J'étais Élise Moreau, 35 ans, étouffée dans mon propre appartement haussmannien du Marais, un foulard de soie ou celui que mon mari m'avait offert pour notre anniversaire de mariage serré autour de mon cou par les mains tremblantes de ma propre sœur, Claire, qui pleurait des larmes de crocodile en murmurant « C'est pour ton bien, Élise. Pour nous tous. » Et derrière elle, mon époux, Antoine, immobile comme une statue de cire, ses yeux froids de banquier calculateur fixés sur le coffre-fort ouvert où gisaient les actes de propriété de notre vignoble familial en Bordelais et l'héritage que j'avais reconquis des griffes de notre père tyrannique. J'ai gargouillé un dernier, traître, avant que le noir ne m'engloutisse, mais au lieu du vide éternel, une lumière blanche, acide, m'a brûlé les rétines. Et soudain, le monde a basculé, je n'étais plus morte. J'étais vivante. Revenue. Dans mon corps de 25 ans, ce matin fatidique de 2015, où tout avait commencé à pourrir sous la surface polie de notre vie parisienne. Paris, cette ville des amants et des assassins, m'accueillit de nouveau avec son humidité automnale qui collait à la peau comme un reproche. J'ouvris les yeux dans l'appartement exigu de Montmartre que je louais alors, un studio aux murs jaunis par la fumée des joints d'étudiants, avec vue sur la basilique du Sacré-Cœur qui se dressait comme un reproche pieux au-dessus des toits. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'une rage purulente qui remontait de mes entrailles comme un vomissement refoulé. J'avais 25 ans à nouveau. 25 ans, fraîchement diplômé de Sciences Po, pleine d'illusions sur la famille Moreau, cette lignée de vignerons bordelais qui avait su transformer le vin en or, mais qui pourrissait de l'intérieur comme un schéma aéré. Mon père, Henri Moreau, venait de mourir d'une crise cardiaque dans notre château familial, laissant derrière lui un testament ambigu, la moitié du domaine pour moi, sa fille prodige, et l'autre pour Claire, ma cadette, pour qu'elle apprenne la valeur du labeur. Mais j'avais vu, dans ma vie précédente, comment ce testament avait été falsifié. Comment Antoine, ce serpent en costume 3 pièces que j'avais épousé par amour aveugle, avait convaincu Claire de me rayer de la carte. Elle est trop ambitieuse, Claire. Elle vendra tout pour briller à Paris. Nous, on protège l'héritage. Et il l'avait fait. Il m'avait tué pour ça. Je me levai d'un bond, nu sous le drap fin qui sentait encore le savon bon marché et les rêves brisés. Le miroir de la salle de bain me renvoya l'image d'une femme que je connaissais trop bien, des yeux verts perçants, héritée de ma mère disparue trop tôt, des cheveux châtains cascadant en boucles rebelles, un corps svelte forgé par les nuits blanches d'études et les week-ends à courir les vignes. Mais maintenant, ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle, la lueur d'une revenante. Je touchai mon cou, pas de marque. Pas encore. La trahison n'avait pas eu lieu. Pas cette fois. Ils paieront, murmurai-je à mon reflet, et les mots sonnèrent comme un serment sur l'autel d'une cathédrale gothique. Paris dehors bruissait déjà, les klaxons des taxis jaunes, l'odeur de croissants frais montant des boulangeries, les touristes japonais mitraillant le Moulin Rouge au loin. Mais pour moi, la ville n'était plus un décor romantique. C'était un échiquier. Et j'allais y placer mes pions avec la précision d'un maître des échecs de la Tour Eiffel. Le premier pas fut banal, presque absurde dans sa simplicité. J'appelai Claire. Ma sœur, cette poupée fragile de 23 ans, aux cheveux blonds comme les blés de nos champs en été, qui dans ma vie passée avait été mon ombre adorée. Élise. Ma chérie, tu rentres quand pour l'enterrement? Papa nous manque déjà tellement. Sa voix, au téléphone, était un miel empoisonné, chantant l'accent bordelais qui masquait si bien la perfidie. Je fermai les yeux, revoyant la scène, elle, penchée sur mon corps agonisant, essuyant une larme factice avant d'appeler les pompiers pour simuler un suicide. Bientôt, Claire. Très bientôt. J'ai des choses à régler à Paris d'abord. Je raccrochai, le cœur serré non par l'amour, mais par la haine viscérale qui me consumait. Antoine? Il n'entrait pas encore en scène. Dans cette timeline, il était encore un vague collègue de banque que j'avais croisé lors d'un gala de charité à l'Opéra Garnier. Un sourire carnassier, une main trop chaude sur mon bras. Je l'avais trouvé charmant. Quel idiote. Les jours suivants furent un tourbillon de préparation clandestine. Je fouillais mes souvenirs comme un archéologue fouillant une nécropole. Le testament, daté du 15 octobre 2014, rédigé chez Maître Duval, notaire de Bordeaux, en présence de 2 témoins, l'un était un cousin éloigné, l'autre, un employé de la banque d'Antoine. La falsification avait eu lieu 3 mois plus tard, sous prétexte d'une clause additionnelle, pour protéger les actifs familiaux. Mais j'avais, dans ma mort,
Surpris une conversation, Antoine avait payé le notaire pour altérer le document numérique. 50 000 euros, versés en liquide lors d'un dîner au Fouquet's. Et Claire? Elle avait fourni l'empreinte vocale pour valider la modification, feignant une « signature électronique » de notre père mourant. Le mobile? L'orgueil. Claire, l'éternelle seconde, jalouse de mon ascension fulgurante à Paris, où j'étais déjà analyste chez BNP Paribas, promise à un avenir de dirigeante. Et Antoine, avide de s'approprier le domaine pour le transformer en resort de luxe, loin des traditions vigneronnes que je chérissais. Ma première décision controversée vint vite, infiltrer la banque d'Antoine dès maintenant. Au lieu d'attendre notre rencontre, fatidique, au gala, je postulai pour un poste junior dans son département. Mon CV, gonflé de mes connaissances futures, fit mouche. Lors de l'entretien, je le vis pour la première fois dans cette vie, grand, charpenté comme un rugbyman bordelais, cheveux poivre et sel précoce, un sourire qui promettait les étoiles. Mademoiselle Moreau, votre nom me dit quelque chose. Famille de vignerons, n'est-ce pas? Ses yeux s'attardèrent sur mes lèvres, et je dus réprimer un frisson de dégoût. Oui, monsieur Lefebvre. Un héritage que je compte bien honorer. Nous parlâmes fusion-acquisition, marché dérivé, et je glissai subtilement des indices sur des irrégularités dans les comptes de la banque ou des rumeurs que je tenais de mes contacts à Sciences Po. Il rit, impressionné. Vous êtes une force de la nature, Élise. Rejoignez-nous. À la fin de la semaine, j'étais embauché. Assistante personnelle. Proche. Trop proche. Les nuits étaient pires. Des cauchemars où je revivais ma mort, le foulard se resserrant, l'air qui manquait, les rires étouffés de Claire et Antoine comptant déjà les billets. Je me réveillais en sueur, courant aux toilettes pour vomir un thé amer. Mais la haine me nourrissait. Elle était mon nouveau vin, corsé, âpre, avec des notes de fer et de cendre. Je commençais à documenter tout, emails anodins à Claire pour sonder ses faiblesses, notes sur les habitudes d'Antoine glanées au bureau, ses pots cigarettes avec le notaire Duval, ses dîners solitaires au Georges V où il draguait des stagiaires. Et le secret enfoui, celui qui rendait leur trahison encore plus abjecte, notre mère, morte non d'un accident de voiture comme on nous l'avait dit, mais empoisonnée par père pour une infidélité imaginaire. J'avais découvert ça dans ma vie passée, fouillant les archives familiales après sa mort. Un flacon de belladone dans le grenier. Claire le savait. Elle avait aidé à cacher le corps dans la Seine, petite fille de 10 ans déjà complice. Pour le bien de la famille, avait-elle dit plus tard. Mon Dieu, quelle famille! Bientôt, Noël approchait. 2015 l'année où, dans l'original, j'avais passé les fêtes seul à Paris, prétextant un surcroît de travail, pendant que Claire et Antoine déjà amants en secret festoyaient au domaine avec le reste de la fratrie. Plus de place à table pour une ambitieuse comme toi, avait ri mon oncle lors d'un appel. Ma fille, dans ma vie passée, j'en avais une, Louise, 9 ans à ma mort, confiée à une nounou pendant que je signais des contrats. Elle avait passé Noël dans une maison vide, plus de place à table, disait la famille en refusant de la prendre. Antoine l'avait abandonnée pour reconstruire sa vie. Ce souvenir me transperça comme un poignard. Pas cette fois. Louise n'existait pas encore, je n'avais pas couché avec Antoine, mais je la protégerais. D'abord, je devais plonger dans le cœur du monstre. Les lumières de Noël illuminaient Paris comme des mensonges scintillants, transformant les Champs-Élysées en un carnaval de consumérisme hypocrite. Des guirlandes clignotaient sur les façades haussmanniennes, des sapins enguirlandés exhalaient leur résine factice dans les grands magasins, et partout, l'air vibrait du « joyeux Noël », forçait des passants emmitouflés dans leurs écharpes Hermès. Mais pour moi, Élise la revenante, c'était une saison de deuil anticipé. Je marchais d'un pas vif vers le bureau de BNP, mon manteau noir claquant comme une cape de justicier, un dossier sous le bras, les premiers fils de ma toile. Antoine m'avait invité à un apéritif d'entreprise, pour célébrer votre intégration, Élise. Quelle ironie! Dans ma vie antérieure, c'était là que nous avions scellé notre destin à un baiser volé sous le gui, une nuit d'amour dans un hôtel du 16e, et la spirale vers le mariage, la trahison, la mort. Le bar était un sous-sol chic du quartier des affaires, avec des murs de briques apparentes et des lustres en cristal qui diffusaient une lumière tamisée, propice aux confidences et aux adultères. Antoine était déjà là, entouré de ses lèche-bottes, des traders bedonnants sirotant du champagne d'homme Pérignon, riant à des blagues sur les Grecs en faillite. Il me vit entrer et son visage s'illumina au ce masque de prédateur. Élise. Venez, ma nouvelle recrue étoile.
Il m'attira dans le cercle, sa main effleurant le bas de mon dos, un geste qui me donna la nausée. Nous trinquâmes, et je jouai le rôle, la jeune ambitieuse, flattée par l'attention du patron. Vous savez, Antoine, votre département est fascinant. Ces deals sur les actifs agricoles. Comme les vignobles. Ça me rappelle mon héritage familial. Ses yeux s'aiguisèrent. Ah oui? Les Moreau de Bordeaux? J'ai entendu parler. Un domaine juteux. Vous comptez y retourner pour Noël? Je souris, un sourire de l'âme. Peut-être. Mais d'abord, je dois m'assurer que tout est en ordre. Père est mort récemment, le testament est compliqué. Il avala une gorgée, trop vite. Compliqué comment? Si vous avez besoin de conseils fiscaux, je suis votre homme. Oh, il l'était. Dans ma mémoire, c'était ces conseils qui avaient pavé la voie à la falsification. Je hochai la tête, feignant la gratitude, et glissai, Maître Duval, le notaire, m'a recommandé de vérifier les clauses numériques. Apparemment, des hacks sont fréquents ces temps-ci. Son verre trembla légèrement. Bingo. La graine était plantée. La soirée se poursuivit en un ballet de flatterie, il me raconta ses voyages en Toscane, ses rêves de moderniser les vieux domaines vinicoles français. Imaginez, Élise, un vignoble Moreau avec un spa thermal, des chambres 5 étoiles. Au lieu de ces traditions poussiéreuses. Je ris, comme si j'approuvais. Mais intérieurement, je gravais chaque mot comme une sentence. De retour chez moi, je déployais ma carte mentale. La revanche ne serait pas brutale au pas de poison dans le Bordeaux, pas de voiture sabotée dans la brume bordelaise. Non, ce serait français jusqu'à la moelle, bureaucratique, psychologique, impitoyable. Première cible, Claire. Je pris le train pour Bordeaux le lendemain, prétextant une visite de deuil. Le TGV filait à travers les champs mouillés de pluie normande, puis les forêts sombres du centre, jusqu'aux vignes automnales qui s'étendaient comme un tapis rouge sans sous un ciel de plomb. Le domaine Moreau était un château du XVIIIe, avec ses tours carrées, ses caves voûtées où fermentait le nectar de nos ancêtres, et un parc où ma mère m'avait appris à cueillir les raisins, petite fille. À présent, c'était une prison dorée. Claire m'accueillit sur le perron, les bras ouverts, vêtue d'une robe en laine rouge qui jurait avec sa pâleur. Élise. Enfin. Viens, on a préparé ton chambre. Elle m'embrassa, et je sentis son parfum Chanel numéro 5, celui de maman, volé pour se faire passer pour l'héritière légitime. Le dîner fut un théâtre familial, oncle Bertrand, ivrogne patenté, tante Marguerite avec ses perles et ses ragots, et les cousins qui lorgnaient déjà les parts du gâteau. Le testament fut lu à voix haute par Duval lui-même, un homme sec comme un vieux pruneau, aux lunettes pincées. À Élise Moreau, la moitié du domaine principal, incluant les caves et les parcelles à hébé. À Claire Moreau, l'autre moitié, avec option de rachat mutuel. Claire blêmit, feignant la joie. C'est parfait, n'est-ce pas? On gérera ensemble. Mais ses yeux trahissaient la fureur, elle voulait tout. La nuit, je ne dormis pas. J'errais dans les couloirs sombres, descendant aux caves où l'air était lourd d'histoires enfouies. Là, dans un coin poussiéreux, derrière une barrique étiquetée 1985, année de ma naissance, je retrouvai le flacon. Belladone. Le poison de père. Claire l'avait caché là, pensant que personne ne fouillerait. Mais moi, je savais. Je le pris, le glissai dans ma poche. Pas pour l'utiliser ou pas encore. Pour le levier. Le lendemain, au petit déjeuner, je la coinçai dans la cuisine, pendant que les autres somnolaient. Claire, souviens-toi de maman. De ce qu'on a trouvé dans le grenier. Ses yeux s'écarquillèrent. De quoi tu parles? Je sortis le flacon, le posai sur la table comme un serpent endormi. Ça. Et ton témoignage, petite sœur. Tu as aidé papa à la faire taire. Pour le bien de la famille. Elle chancela, s'effondrant sur une chaise. Élise. C'était il y a 20 ans. J'étais une enfant. Une enfant qui a vu un meurtre et qui a menti. Et maintenant, tu veux me voler mon héritage pour effacer ça? Pour te laver les mains? Les larmes coulèrent, vraies cette fois. Je la laissai mariner, lui rendant le flacon. Garde-le. Mais si tu touches à mon dû, le monde entier saura. La presse bordelaise, les tabloïds parisiens. La fille Moreau empoisonneuse. Imagine le scandale.
Elle hocha la tête, brisée. Première victoire. Mais en rentrant à Paris, je sentis le doute ronger, étais-je en train de devenir comme eux? Une manipulatrice dans l'ombre? Antoine, sentant le vent tourner, intensifia ses avances. Des invitations à dîner, des cadeaux, une bouteille de notre millésime 2005. Pour Noël, Élise. Buvez à notre avenir. Je jouais le jeu, mais semais le chaos au bureau. Anonymement, via un compte offshore que j'avais créé avec mes compétences futures en cybersécurité, j'envoyais des leaks mineurs à la concurrence, des détails sur les deals d'Antoine, exagérés pour suggérer de la fraude. Les rumeurs enflèrent. Lors d'une réunion, un client annula un contrat majeur. Antoine pâlit, me fixant d'un regard suspicieux. Quelqu'un nous sabote. Je haussai les épaules. Les marchés sont cruels, non? Noël arriva comme un coup près. J'avais refusé l'invitation familiale, prétextant le travail. Seul dans mon studio, je bus du vin bon marché en regardant les lumières de la ville. Pas de Louise encore, mais bientôt, peut-être, avec un autre homme. Un qui ne trahisse pas. Mon téléphone sonna, Claire, en pleurs. Élise, reviens. On a besoin de toi. L'oncle Bertrand veut contester le testament. Je souris dans le noir. Le piège se refermait. Mais la décision controversée me hantait, pour briser Antoine, je devrais coucher avec lui. Feindre l'amour pour accéder à ses secrets. Était-ce de la vengeance ou de la prostitution morale? Paris, indifférente, clignotait dehors. Et moi, je choisis la voie sombre. Le nouvel an 2016 s'annonçait sous une pluie fine qui tambourinait sur les toits de zinc parisiens, transformant les rues en miroirs noirs où se reflétaient les néons des brasseries et les regards fuyants des passants. J'avais franchi la ligne, cette nuit-là, dans la suite d'Antoine au Plaza Athénée. Son corps sur le mien, ses murmures de passion feinte, tu es à moi, Élise, tout cela n'était qu'un poison que je m'infligeais pour l'empoisonner à son tour. Au matin, nu dans les draps froissés, je fouillais son ordinateur portable pendant qu'il ronflait, bercé par le cognac. Les dossiers étaient là, email chiffré avec Duval, projection financière pour le projet Moreau, transformer notre domaine en un complexe hôtelier, avec des golfs et des piscines à débordement, effaçant des siècles de terroir pour du béton bling-bling. Et pire, une note sur Claire. Partenaire idéal. Jalouse, malléable. Éliminer Élise après mariage pour double héritage. Mon sang se glaça. Il complotait depuis des mois dans l'original. Ici, je les devançais. Je quittai l'hôtel avant son réveil, laissant un mot, magnifique nuit. Continuons. Le jeu durait. Au bureau, je devins son ombre, l'assistante parfaite, anticipant ses besoins, glissant des compliments qui le gonflaient d'orgueil. Mais en sous-main, je tissais la toile. Contacter un hacker freelance sur le dark web, un étudiant en informatique de Nanterre, payé en bitcoin anonyme pour infiltrer les serveurs de la banque. Les preuves affluaient, transferts illicites vers des comptes offshore, pot de vin pour des approbations réglementaires. Rien de mortel, mais assez pour le ruiner. Et pour Claire? Je l'appelais depuis une cabine publique près de la Seine, ma voix déformée par un modulateur bon marché. La belladone parle, Claire. À moins que tu sabotes le plan d'Antoine. Dis-lui que le notaire refuse. Elle obéit, terrifiée. Lors d'un appel que j'espionnais, elle pleura, Duval dit que c'est trop risqué, Antoine. Élise est trop futée. Les mois printaniers filèrent en un balai de tension croissante. Paris fleurissait de cerisiers en bouton le long de la Seine, terrasse bondée de cafés où les intellectuels débattaient de politique sous le soleil timide. Mais ma vie était un thriller hitchcockien, regard par-dessus l'épaule, nuit blanche à coder des virus informatiques sur mon laptop, cafés avalés comme des antidotes à la paranoïa. Une décision me tourmentait particulièrement, révéler le secret de maman à l'oncle Bertrand. Lui, l'ivrogne, mais l'honnête homme de la famille, qui haïssait père pour ses colères. Lors d'une visite surprise au domaine en avril, je le coinçai dans la bibliothèque, un verre de notre Armagnac à la main. Tonton, maman n'est pas morte en voiture. Père l'a tuée. Et Claire savait. Il s'effondra, sanglotant comme un enfant. Je le sentais, Élise. Mais prouver quoi? Je lui tendis une photo au prisant secret du flacon, analysée en labo discret pour traces ADN. Ça. Et maintenant, soutiens-moi contre eux. Conteste leur part si besoin. Le scandale éclata en mai, lors d'une inspection surprise de la DGCCRF sur la banque.
Mes leaks avaient porté leurs fruits, article dans Le Monde sur des irrégularités fiscales dans le secteur bancaire. Antoine fut suspendu, interrogé par la police financière. Il me convoqua dans son bureau vide, les yeux injectés de rage. « C'est toi, n'est-ce pas? Cette petite garce ambitieuse. » Je ris, enfin libéré du masque. « Ambitieuse? Dis plutôt vengeresse. Tu te souviens de notre nuit? C'était pour ça. Pour voir ton empire s'effondrer. » Il bondit, main autour de mon cou, ironie cruelle. Mais je l'esquivai, activant l'enregistreur sur mon téléphone. Et c'est encore, et c'est la prison pour agression. T'aimais avec Duval? Déjà chez les flics. Il s'effondra, brisé. Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je me penchai, murmurant, tu m'as tué, Antoine. Dans une autre vie. Et tu le referas, si je te laisse faire. Claire, sentant le vent, tenta de me reconquérir. Un soir de juin, elle débarqua à Paris, suppliante, avec un bouquet de roses du jardin familial. Nous dînâmes au Procope, ce café historique où Voltaire s'était enivré de liberté. Élise, pardonne-moi. J'étais jalouse. Maman. C'était un accident. Père m'a forcé. Ses larmes étaient un torrent, mais je voyais le calcul dessous. Un accident qui t'a rendu complice. Et maintenant, tu veux mon pardon pour quémander une part? Elle secoua la tête. Non. Juste. La famille. Pour Noël, reviens. Louise, si tu en as une un jour, aura besoin de tante. Le nom me frappa. Louise. Mon fantôme d'enfant. Comment savait-elle? Un twist, dans mes souvenirs, Claire avait visité ma fille après ma mort, feignant la compassion pour sonder les biens. Tu sais pour elle? Elle pâlit. Un pressentiment. S'il te plaît, Élise. Je la laissai partir, mais le doute s'insinua. Étais-je en train de détruire la seule famille qu'il me restait? Non. La trahison était un cancer, et la chirurgie, aussi douloureuse soit-elle, était nécessaire. L'été arriva, torride, avec des canicules qui faisaient fondre l'asphalte des boulevards. Antoine fut arrêté en juillet, fraude aggravée, complicité de falsification. Le Monde titra, scandale à BNP, un banquier bordelais dans la tourmente. Claire, paniquée, tenta de vendre sa part du domaine pour payer un avocat. Mais j'avais anticipé, j'exerçais mon option de rachat, soutenue par Bertrand. Le notaire Duval, grillé, avoua tout sous pression judiciaire. Les audiences furent un cirque, flash des photographes devant le palais de justice, ragot d'en voici sur la fratrie maudite des vignobles. Claire, en larmes au barreau, implora, c'était pour nous protéger. Élise était trop parisienne. Trop moderne. Mon témoignage fut glacial, fait, date, preuve. Pas de pitié. La cour décida, domaine confisqué partiellement pour dette, restitution à moi seul. Victoire. Mais le coup? Des nuits hantées par le visage de maman, empoisonné pour une liaison inventée. Père n'était pas un monstre gratuit, il soupçonnait une aventure avec le sommelier. Et Claire, petite, avait rapporté des ragots pour attirer l'attention. L'enfance corrompue. Hiver revenait. Décembre 2016. Un an après ma renaissance. J'étais riche, seule, puissante. Mais vide. Antoine en prison, Claire en asile psychiatrique effondrée par le scandale. Et moi? Je regardais Paris depuis ma nouvelle résidence au Marais, le même appartement où j'étais morte. Le hook final se profilait, un appel anonyme. Une voix d'homme, Élise Moreau? Vous pensiez que c'était fini? Il y a un autre secret. Sur votre mort. Mon cœur s'arrêta. Twist, qui d'autre savait? La voix au téléphone était un murmure rauque, comme le craquement d'un vinyle rayé dans un bistrot enfumé de Belleville. Élise Moreau? Vous avez cru que la vengeance se limitait à un banquier pourri et une sœur junkie de pouvoir? Il y a plus. Beaucoup plus. Rendez-vous au Pont des Arts, minuit. Venez seul. La ligne coupa, laissant un silence chargé d'électricité statique. Mon sang se figea dans mes veines, Paris, dehors, continuait son ronron nocturne aux sirènes lointaines, rire d'ivrogne sur les quais, mais pour moi, la ville se muait en un labyrinthe de trahisons imbriquées. Qui?
Duval, déjà en tôle pour faux? Bertrand, mon allié chèrement gagné? Ou pire, un fantôme de ma vie passée, un complice que j'avais oublié dans le tourbillon de la haine? Je ne dormis pas. Au lieu de ça, je passais la soirée à fouiller mes archives mentales, ces dossiers invisibles que la mort m'avait légués comme un héritage maudit. La falsification du testament, oui. Le meurtre de maman, avoué. Mais ma propre mort? Dans l'original, après m'avoir étouffé, Claire et Antoine avaient maquillé la scène en suicide une lettre forgée sur mon ordinateur, parlant de « dépression due au surmenage ». Et l'autopsie? Influencée par un médecin complice, payé pour ignorer les marques au cou. Non, docteur. Laurent Voss, un toubib de province reconverti en consultant privé pour les élites. Je n'y avais pas pensé. Trop focalisé sur les deux serpents principaux. Était celui, l'appelant? Ou quelqu'un d'autre, flairant l'odeur du sang pour un chantage tardif? Minuit sonna aux horloges de la rive gauche quand j'arrivai au pont des Arts, ce pont au cadenas d'amour rouillé par la Seine qui charriait ses secrets boueux. La lune se reflétait en éclats argentés sur l'eau, et un vent froid fouettait mes cheveux, portant l'odeur de crêpes brûlées des stands fermés. Une silhouette se détacha de l'ombre d'un lampadaire, pas Voss, mais un homme plus jeune, la quarantaine, vêtu d'un trench usé et d'un chapeau fedora qui masquait la moitié de son visage. Élise. Vous êtes ponctuelle. Un bon point pour une revenante. Mon estomac se noie. Revenante? Il savait. Qui êtes-vous? Il alluma une gauloise, tirant une bouffée qui illumina ses traits, cicatrices sur la joue, yeux gris comme l'acier de la tour Eiffel. Appelez-moi Marc. Ex-flic, maintenant privé. J'ai enquêté sur votre suicide pour un client anonyme. Découvert des trucs. Intéressant. Nous marchâmes le long du pont, évitant les cadenas qui cliquetaient comme des menottes. Marc parla vite, voix basse pour noyer le bruit des péniches. Votre sœur et Lefebvre? Des amateurs. Le vrai cerveau, c'était Voss. Il n'a pas juste falsifié l'autopsie. Il a injecté du midazolam dans votre verre ce soir-là pour vous assommer avant l'étouffement. Et le client? Votre oncle Bertrand. Le monde vacilla. Bertrand? L'homme qui avait pleuré avec moi sur le poison de maman? Impossible. Il m'a aidé à les détruire. Marc ricana, amer. Pour mieux vous approcher. Il voulait le domaine entier. Vous a vu comme une menace trop vive, trop parisienne. Voss l'a contacté après votre mort, pour du chantage. Mais moi, j'ai les preuves, enregistrement, virement. Bertrand payait pour le silence. Et maintenant, il sait que vous n'êtes pas morte comme prévu. Un ami à la morgue a murmuré des doutes sur l'autopsie. La rage remonta, plus noire que la Seine en crue. Bertrand, le protecteur? Le confident? Tout collait, c'est, soutien, opportun, ces questions sur le flacon de belladone pour s'assurer que je ne creuse pas trop. La décision controversée me frappa comme un coup de butoir, le tuer? Non, pas ça. Pas devenir un monstre sanguinaire. Mais le ruiner, oui. L'exposer au grand jour, le noyer dans le scandale jusqu'à ce qu'il supplie. Pourquoi me dire ça, demandai-je, voix tremblante. Marc haussa les épaules. Vengeance personnelle. Voss m'a viré de la police pour avoir refusé de couvrir ses conneries. Et vous? Vous avez l'air d'une femme qui sait manier le couteau. 50 000 pour les dossiers. Je négociais à 30, payé en liquide le lendemain dans un café de Bastille. Les fichiers arrivèrent par Dropbox crypté, audio de Bertrand ordonnant « Assurez-vous qu'elle ne se réveille pas », relevé bancaire, même une vidéo granuleuse de la scène Claire serrant le foulard, Antoine filmant pour « preuve ». Les jours suivants furent un ouragan. Je confrontai Bertrand au domaine, en août, sous un soleil de plomb qui faisait suer les pierres du château. Il était dans le vignoble, taillant les sarments avec une sécateur qui tremblait. Tonton. Ou devrais-je dire, commanditaire? Je lus les transcripts à voix haute, sa face virant au gris cendre. Élise. C'était pour la famille. Tu aurais tout gâché avec tes idées folles de coopérative bio. Le domaine doit rester pur, traditionnel. Pur? Traditionnel? Le meurtre pour des vignes? Je ris, hystérique. Tu as tué maman indirectement, et moi directement. Pourquoi? L'orgueil d'un ivrogne. Il tomba à genoux, implorant.
Pitié. Les journaux. Ma femme. Je partis sans un mot, laissant les dossiers à la brigade financière de Bordeaux. Les arrestations suivirent, Voss en septembre, Bertrand en octobre. Le Figaro titra « Dynastie Moreau, de l'or au poison ». Claire, depuis son asile, m'écrivit une lettre « Tu as gagné, sœur. » Mais à quel prix? Nous sommes tous maudits. Paris automnal me sembla plus lourde, ses feuilles mortes collant sous mes semelles comme des regrets. J'avais tout, le domaine, la carrière ascendante à la banque, promue après la chute d'Antoine, la liberté. Mais les nuits? Hanté par des visions, le cou de maman se gonflant, le mien se resserrant, Louise encore imaginaire pleurant seule à Noël. La haute trahison n'était pas seulement celle des autres, c'était la mienne, en survivant au prix de leur destruction. Et le twist final approchait, enceinte. D'un amant passager, un journaliste rencontré lors d'une interview sur le scandale. Une fille. Louise, peut-être. La vengeance avait un coût, l'humanité. L'hiver 2016 s'abattit sur Paris comme un linceul de givre, enveloppant la ville dans un silence ouaté où chaque flocon semblait murmurer des secrets inavouables. J'étais assise dans mon bureau surplombant la place Vendôme, les doigts posés sur un ventre encore plat mais déjà habité par une vie nouvelle, un miracle ironique, fruit d'une nuit impulsive avec Julien, le reporter de Libération qui avait couvert le scandale Moreau avec une objectivité qui m'avait séduite. « Élise, tu portes l'avenir », avait-il dit en apprenant la nouvelle, ses yeux bruns pétillants d'un espoir que je n'osais pas partager. Mais pour moi, ce bébé était un twist cruel du destin, une chance de rédemption, ou le dernier clou dans le cercueil de mon âme vengeresse. Les procès battaient leur plein, Antoine hurlant son innocence depuis Fleury-Mérogis, Claire délirant dans sa cellule capitonnée sur des fantômes familiaux, Bertrand pourrissant en préventive, sonnelant des regrets à une épouse qui avait demandé le divorce. Et Voss? Il s'était pendu en cellule, laissant une note, la famille tue ses propres. Poétique, non. Français jusqu'à la lie. Pourtant, la victoire avait un goût de cendre. Je visitais Claire en novembre, par un après-midi pluvieux qui transformait la cour de l'hôpital Sainte-Anne en un cloître gothique. Elle était recroquevillée sur un lit défait, les cheveux en désordre, les yeux caves comme des puits sans fond. Élise. Tu es venue me narguer. Sa voix était un fil ténu, brisé par les sédatifs. Je m'assis, posant une main sur la sienne, un geste machinal, vestige d'un amour sororal éteint. Non. Pour comprendre. Pourquoi, Claire? Maman, moi. Pour des vignes? Elle rit, un son rauque comme le vent dans les caves. Pas les vignes. L'amour de père. Il t'adorait, toi la parfaite. Moi, j'étais la seconde. Et Antoine. Il promettait de me faire reine. Mais toi, tu revenais toujours. Comme un fantôme. Elle leva les yeux, et pour la première fois, je vis la vérité, pas de la haine, mais une tristesse infinie, un vide que la jalousie avait rempli comme un poison lent. Et maintenant, murmurai-je. Elle haussa les épaules. Rien. Tu as gagné. Prends le domaine. Écrase-nous tous. Je partis, le cœur alourdi, mais la décision fatidique m'attendait. Noël approchait, et avec lui, l'invitation de la famille recomposée où les cousins, tantes, rescapés du naufrage, suppliant pour une trêve au domaine. Pour l'héritage, Élise. Pour la petite qui vient. Julien insistait, laisse la vengeance derrière. Sois mère, pas bourreau. Il avait raison. Mais la nuit du 24 décembre, alors que la neige saupoudrait les vignes endormies de Bordeaux, je me tins sur le perron du château, un verre de notre 1999 à la main, année de la mort de maman. Les lumières de la fête scintillaient à l'intérieur, rire forcé, carillon, l'odeur de dinde rôtie et de bûche. Ma main sur mon ventre, je sentis un battement en Louise, ou qui que ce soit, me rappelant que la vie renaît des ruines. Puis, le coup de fil. Anonyme, encore. Élise? C'est fini. Bertrand s'est suicidé ce matin. Note, pardonne-moi, nièce. C'était pour te sauver de toi-même. Le verre se brisa dans ma paume, du sang coulant chaud comme des larmes refoulées. Sauvé? De quoi? De devenir le monstre qu'il avait forgé? Le twist final me frappa, toute la vengeance n'était qu'un cycle. Père avait tué maman par jalousie, Bertrand m'avait tué, pour l'héritage, Claire et Antoine avaient suivi le script familial. Et moi? J'avais orchestré leur chute avec une précision chirurgicale,
mais au prix de mon humanité. Entrant dans la salle à manger, je vis les visages tendus, pas de place à table pour les traîtres, mais pour les survivants, oui. Je levai mon verre brisé. À la famille. Aux erreurs qui nous tuent et nous ressuscitent. Louise naquit en juin 2017, sous un soleil bordelais qui doraillait les vignes comme une bénédiction. Je l'allaitais dans le parc du domaine, désormais un havre bio et ouvert aux visiteurs ma vision, non la leur. Julien devint mon ancre, Claire libérée sous condition après thérapie ou une tante lointaine, écrivant des lettres d'excuses que je lisais à haute voix pour guérir les plaies. Antoine? Enchaîné à perpétuité pour fraude et homicide volontaire, après aveu sous pression. La vengeance avait eu lieu, controversée jusqu'au bout, j'avais détruit pour reconstruire, mais les cicatrices restaient un coup sensible au foulard, des Noëls hantés par des maisons vides. Paris, au loin, scintillait toujours de ses lumières mensongères. Mais Bordeaux, terre de mes racines, m'avait appris la leçon finale, la vraie renaissance n'est pas dans la mort, mais dans le pardon âpre, comme un vin qui mûrit en fût de chêne. Et pour Louise, je jurais, plus de secrets. Plus de poison. Seulement de l'amour, pur et indomptable. Fin? Non. Juste un nouveau millésime.